Bonsoir à tous, bienvenue à notre forum politique. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une joyeuse fête de Noël et par anticipation, une excellente fête de la nouvelle année, que ces moments de célébration soient pour chacun des moments de partage, de réflexion et de renouveau. Et qui dit renouveau dit réflexion. L'engagement des cadres et des intellectuels en politique est le thème qui nous captive ce soir. Pourquoi tant d'universités, de hauts fonctionnaires et de penseurs engagés quittent leur sphère professionnelle pour rejoindre le monde politique? Pourquoi en Afrique, la politique semble être une vocation alors que dans d'autres régions du monde, l'employabilité et l'innovation sont souvent privilégiées? Prenons deux exemples bien connus. Noël Chadaré, une figure syndicale qui, en défendant les droits des travailleurs, a souvent été au centre des débats politiques. Ou encore Jimon Ogbon, qui est passé de fonctionnaire administratif à des fonctions politique. Ces exemples nous montrent que la frontière entre l'intellectuel, le cadre administratif et la politique est parfois fine. Ces débats vont se mener entre nos invités que vous connaissez déjà. Georges Anangonou, socio-anthropologue. Bonsoir à vous. Bonsoir Emmaël, bonsoir aux téléspectateurs de E-Télé d'ailleurs qui sont sur les différents canaux de diffusion et qui nous suivent. Je voudrais aussi dire par anticipation joyeux Noël aux gens, et comme j'en ai l'habitude, nous traversons une période qui a été reconnue dans le discours du chef de l'État comme quoi nous avons une période de vie chère et que le pouvoir d'achat n'est pas encore à la portée de tout le monde. Mais je voudrais dire que ceux qui pourront faire l'effort de faire en sorte que les enfants puissent connaître la joie de Noël auraient vraiment rendu service aussi à la nation, parce que les enfants ont besoin d'être heureux. Ce jour de Noël, c'est leur jour. Donc, prions que Dieu puisse aider chacun à trouver ce qu'il faut pour rendre heureux ses enfants ce jour de Noël. Et c'est bien reçu. Notre expert en gouvernance est également avec nous, Joël Ataï-Guédégbé. Bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir aux téléspectateurs et joyeux Noël à tout le monde, et même si les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. L'essentiel est d'être dans la félicité de ce temps. Notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes le 25 aujourd'hui à 21h. Noël, c'est une fête de famille, au-delà de son caractère religieux. Donc, vie chère, la vie sera toujours chère, santé surtout, et tant qu'il y a la santé, il y a la vie. Et donc, il y aura toujours l'espoir. Gardez l'espoir. Merci à vous. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Georges Anangonou, qu'est-ce qui pousse les cadres, les intellectuels africains à choisir la politique plutôt que d'autres formes d'engagement social et économique? Non, je ne sais pas pourquoi vous parlez des intellectuels qui prennent l'engagement de la vie politique. Vous savez, la politique étant la gestion de la cité, nous sommes tous citoyens et n'importe qui peut s'intéresser à la gestion de la cité. Il y a quelqu'un qui parle des intellectuels, même il dit l'agriculteur, enfin, des intellectuels communautaires. Il y en a qui parlent de ça. Vous savez, nous sommes les hommes politiques, intellectuels qui puissent être dont vous parlez, et pour avoir de l'ancrage politique, ils s'appuient souvent sur les leaders qui sont dans la communauté. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas faire la politique sans eux. Maintenant que vous faites une remarque, vous, que les intellectuels s'intéressent à la politique, vous savez, la politique, les documents qui parlent de la gestion de la cité sont tous écrits par des intellectuels. Écrits par des intellectuels, donc compris par les intellectuels. Donc, pour faire de la politique, il faut comprendre les idéologies, il faut comprendre les options politiques. Et tout ça se fait dans la langue du colonisateur. Par conséquent, ne peuvent avoir accès à cette connaissance que ceux qui ont étudié la langue de Molière. Enfin, la langue du colonisateur, à travers laquelle s'expriment les idées, les différentes idées en ce qui concerne la gestion de la cité. Donc, finalement aussi, et peut qu'avoir eux pour s'intéresser à la politique. En fait, ce que nous voyons de face,
Mais je venais de dire dans mon intro que quand vous retournez sur le terrain, quand vous allez dans les villages, vous allez voir que ce ne sont pas les intellectuels qui détiennent la maîtrise des votants, mais en réalité, c'est des gens qui sont dans la communauté, qui connaissent la communauté et qui finalement ne sont pas de grands intellectuels, mais sont de vrais leaders politiques en réalité, et que peut-être on peut dire, ceux qui maîtrisent la langue de Molière viennent leur dire, la politique c'est ceci, c'est cela, et ces leaders communautaires s'associent à eux pour faire de la politique. Donc voyez-vous, ce que, si vous allez, à un moment donné, je sais que quand vous regardez les gouvernements en France par exemple, vous allez voir beaucoup sont des énacs. Parce que à l'ENA, on apprend la sociologie politique, on apprend tout ce qu'il faut pour gérer la cité. Et à partir de ce moment-là, on ne peut aller chercher que parmi ceux-là qui ont appris à gérer la cité pour faire de la politique. Donc du coup, moi, vous semblez regretter dans votre intro, mais moi je ne regrette pas. J'ai dit, ça me rappelle cette phrase de Nicolas Sarkozy en France pour dire la politique finalement c'est un métier. Parce que si vous y êtes depuis 40 ans et que vous avez pas fait ça, devient finalement votre métier. Ataï Gedegbe, selon Georges Anagonou, il n'est pas surprenant qu'un cadre ou un intellectuel puisse s'intéresser à la politique. Qu'en dites-vous? J'ai envie qu'on sépare les termes. Georges a commencé à élargir un peu les termes du débat. Et l'intellectuel, je voudrais qu'on le laisse de côté d'abord. Et si vous vous étonnez que des cadres s'engagent en politique, si vous constatez cet afflux, c'est en partie pour les raisons énoncées par Georges. Ils ont l'essentiel des connaissances théoriques, à tout le moins, et presque opérationnelles, pour faire partie ou pour accompagner les décideurs. Et les décideurs sont en politique en général. Mais les cadres ne sont pas que dans l'administration, ne sont pas que dans le domaine public. Les cadres et les intellectuels, si on doit y revenir, ont en commun probablement d'être des élites, mais pas pour les mêmes raisons. Le cadre, comme il a dit, si on prend la France, c'est ceux qui ont fait au mieux les études supérieures, les écoles de direction de l'administration comme l'ENA, mais il y a Polytechnique, X et autres là. Enfin, bon, ça c'est le système français de la méritocratie, de l'élitisme qui passe par par un élitisme diplômant. Voilà. Aux États-Unis, vous n'aurez pas la même chose, quoi qu'ils aient des universités de très grand renom et des universitaires de très grande facture. Et vous ne les retrouverez pas forcément en politique. Vous ne les retrouverez pas toujours dans l'engagement politique. J'introduis la notion d'engagement pour dire que rien ne devrait interdire à un cadre de s'intéresser à la politique, à la gestion de la cité, non seulement par son éducation, par sa formation, il a les outils pour accompagner les décideurs. Et la liberté lui est reconnue de choisir ou non de s'engager. Dans nos pays, cette liberté n'est pas toujours chose acquise. Souvent, le cadre s'engage par opportunisme, sous notre optique, pour plaire aux décideurs et pour ne pas perdre ses positions dans l'administration. En tout cas, pour être autant que faire se peut au sommet du manguier ou bien sous le pommier, enfin, selon l'image qu'on voudrait. Et le cadre, comme dirait feu le professeur Agassi, est malheureusement est bien souvent quelqu'un de cadré, qui ne mène pas plus large. Et c'est là que me vient la figure de l'intellectuel qui va, qu'il soit diplômé, qu'il soit universitaire ou pas, c'est celui qui va au-delà de son domaine initial de formation, de compétences, en cas qui s'intéresse et a les moyens de la réflexion, voire de la théorisation sur
la gestion de la cité, et qui s'intéresse et prend pour lui ou contre, ou peut prendre position pour ou contre des causes qui, a priori, ne sont pas de son domaine professionnel. En cela, oui, on peut intellectuel de quelqu'un qui porte une réflexion et qui va au-delà de son domaine de compétences et qui interpelle la société, qui interpelle les décideurs, soit-il politiques, économiques et autres. Voyez-vous. Donc, le cadre peut rester cadré, comme dirait le professeur Agassi, et ne pas se poser de questions au-delà de ce qu'il a appris à faire point barre. L'intellectuel va forcément au-delà. Et absolument, il faut qu'on cesse de mélanger intellectuel, diplômé et cadre. Et l'intellectuel tout court. Oui, l'intellectuel va au-delà du cadre, va au-delà du diplômé, va au-delà de l'universitaire. C'est trop facile de... C'est vrai, la racine d'intellectuel, c'est intelligent, mais il n'y a pas que les diplômés qui sont intelligents. Et d'ailleurs, on fait souvent la nuance entre éducation et instruction. C'est pas parce qu'on est le plus instruit qu'on aurait la meilleure éducation possible. L'éducation, c'est des valeurs, c'est une conception de la vie, c'est une philosophie de la vie qu'on intègre à travers des comportements, des valeurs. Mais l'instruction, bon, c'est presque quelque chose de mécanique. D'ailleurs, il y a le par cœur. Si vous êtes apte à apprendre par cœur jusqu'à un certain niveau, oui, vous allez vous en sortir avec les notes les plus magistrales. Mais comme dirait le président Zinsou, finalement, si instruit soyez-vous ou si technocrate puissiez-vous être, vous pouvez n'être qu'un technocrate imbécile par rapport à un politique avisé et parfois non diplômé. Et je reviens à ce que Georges disait, dans votre milieu, dans votre communauté, et c'est votre capacité de leadership. Et donc, le leader n'est pas forcément le plus diplômé. L'intellectuel n'est pas le plus diplômé qui soit, mais c'est celui qui va au-delà de ce minimum-là. Je vais m'en arrêter là pour permettre peut-être à Agapit d'apporter d'autres compréhensions. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Le cadre administratif ou l'intellectuel dispose des atouts pour prétendre à un poste politique. Alors, ça dit qu'en Afrique, oui. Pas qu'administratif, il y a des cadres d'entreprise. Il y a dans les entreprises, il y a des cadres également. Dans la vie économique, il y a des cadres. Comme il y a des ouvriers, comme il y a des techniciens, ainsi de suite. Voilà, donc serrions les choses comme il se doit. Agapit Napoléon Maforican, ça dit qu'en Afrique, nous stigmatisons trop les cadres ou les intellectuels. Merci. Non, c'est parce qu'en réalité, il y a une grosse confusion qui a été déblayée par Georges et Joël. La question n'est pas au cadre ni à l'intellectuel. La question est au positionnement de chacun. Ce n'est pas le cadre, ce n'est pas l'intellectuel. C'est le positionnement. Et si on mettait l'universitaire à la place de l'intellectuel, je serais plus à l'aise. Et quand on le dit, mais qu'est-ce qui pousse la ruée qu'est-ce qui explique la ruée des universitaires et des hauts responsables de l'administration vers la politique, ça me paraît plus séant. Parce que le cadre peut postuler à la politique, tout comme l'intellectuel. Lui, il est au-dessus du cadre. Donc, avec toute la qualification qui a été faite, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est déjà une question d'abord de formulation. Nous parlons ici du positionnement. La société doit être équilibrée avec différentes sortes de pouvoirs qui interagissent pour permettre à l'individu de prendre son pied, de prendre son équilibre par ici ou par là. Alors, lorsque mon leader religieux devient subitement un partisan, un homme politique, est-ce qu'il est encore apte à être mon confesseur? Lorsque l'universitaire qui doit produire la science devient subitement un homme politique, est-ce qu'il est encore
quelqu'un qui, est-ce qu'il possède encore sa science? Est-ce que sa science n'est pas dénaturée, n'est pas orientée, n'est pas colorée? Voilà comment moi je pose le problème. Vous avez cité Noël Chadaré, mais c'est son droit. C'est son droit, c'est un syndicaliste, c'est un fonctionnaire qui a fait la lutte politique, la lutte syndicale et qui veut changer de lutte. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Lorsque vous avez parlé de l'honorable Kola Léogbon, fonctionnaire international, c'est logique. Il a été fonctionnaire international. Ça lui a plu de rentrer au pays, de faire de la politique. C'est son droit le plus absolu. La question, parce que ces deux-là ne confessent pas de sciences particulières. Ils n'ont pas une science qu'ils confessent ou qu'ils professent. Le positionnement de Chadaré n'est même pas gênant. Il pourrait même, en tant que syndicaliste, être partisan. Ça veut dire que son syndicat est coloré, connu. Comme la CSTB, qui est connue, comme proche du Parti communiste du Bénin. Personne ne demandait pas au secrétaire général de ce parti, de ce syndicat, de rougir ou bien de s'offusquer. Qu'on ait dit proche. Les Gaston Azoua, les Seikor s'affichaient volontiers. Et on n'avait aucune pudeur. Hein. Il y avait une honte. Il s'assumait. Parce qu'il ne trouve pas, il n'y a pas d'incompatibilité particulière. C'est que dès que vous fixez votre cap, il n'y a pas de problème. Donc, mais il y a des cas patents où des intellectuels positionnés sur tel pouvoir, sur tel levier, pouvoir religieux, pouvoir intellectuel, donc pouvoir scientifique, et pouvoir économique aussi, on n'en parle pas, pouvoir économique, s'insérer dans la maille politique. Et dès lors qu'ils s'insèrent dans la maille politique, se crée une confusion dans une certaine opinion qui est habituée à les prendre pour un modèle dans le secteur dans lequel ils opéraient. Et le changement de cap les réoriente. Et parfois, eux-mêmes ont du mal à se réorganiser, à resituer leur discours, à recentrer leur discours. Je suis désolé de prendre ce cas d'abord, mais je vais quand même le prendre. Vous voyez, bon, je vais peut-être pas prendre ce cas-là. Je vais peut-être prendre un autre. Le professeur Théodore Lo. Le professeur Théodore Lo est venu à la conférence nationale comme agrégé des universités, professeur agrégé du droit public. Il sort de la conférence nationale comme membre du Haut Conseil de la République. Et de là à là, il devient ministre des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Est-ce toujours l'universitaire? Oui. Puis il a continué à donner ses cours. J'ai eu l'honneur d'avoir été son étudiant en ce moment-là, en première année de droit, deuxième année de droit. Mais le point qu'il s'est posé, c'est que lorsque des contradictions commençaient par jaillir, et que ancien membre du Conseil constitutionnel, enfin de membre de la Commission constitutionnelle, il critiquait la Cour constitutionnelle vertement, ça créait au campus, à l'université, des débats à ne pas en finir. Les gens étaient perdus parce que l'université qui a créé la Cour constitutionnelle, qui a dit que la Cour constitutionnelle était un truc contre les abus de l'exécutif, il est dans l'exécutif et il critique la Cour constitutionnelle. Il dit, on n'a pas dit que les décisions de la Cour constitutionnelle ne devaient pas être critiquées. On a dit qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours. On n'a pas dit qu'elles ne sont pas susceptibles de critique. D'accord. Mais devant de jeunes étudiants de 21 ans, de 18 ans, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses. Donc, voilà par exemple. Alors, à contraster, je vais faire le parallèle avec un certain Luc Ferry, le philosophe, qui devient ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez la posture de Ferry, il ne s'est jamais mêlé des contradictions politiques ou politiciennes. Luc Ferry est resté carré, comme dirait l'autre, dans son art. Et parfois, quand il se sent mal à l'aise, la preuve, il n'a jamais fait, il n'a jamais duré. Parce que ce n'est pas des gens qui sont façonnés pour être devant la scène politique et pour politicienne. Voilà un cas que je prends. J'ai voulu prendre Théodore Lo, je peux prendre d'autres. Je peux prendre plus proche. Mais j'évite parce que la position
que celui dont je veux parler ne me permet pas d'évoquer ce cas. Hein? Sinon, je l'aurais évoqué. Mais je vais quand même évoquer un dernier. Je vais évoquer un dernier, le professeur Diogbenou. Le professeur Diogbenou, membre de la société civile, activiste, et a combattu le pouvoir Yahi. Il y a eu le chaos de 2011. Et dans la foulée, il y a eu le master élection qui a été lancé. Et nous nous sommes retrouvés dans un amphithéâtre de master de management des élections, où il y avait assez de personnalités engagées politiquement pour ou contre le système. Et voilà, professeur de droit constitutionnel, il est venu, le professeur organisation des élections, il devait nous parler de ça. Mais quand le professeur est arrivé, Diogbenou, tout le monde voulait qu'il commente les résultats, qu'il commente qu'il parle des élections, qu'il parle de trucs, qu'il parle de la Sénat, il y en a fou. Le professeur a dit non, ici nous sommes à l'université. On dit non, vous avez dit telle chose. On dit, mais les positions que j'ai dû prendre dehors sont des positions d'un citoyen. Ici, nous sommes dans la sphère universitaire. Je pense que je ne l'ai pas paraphrasé, je ne l'ai pas cité, mais s'il m'écoute, sans doute il se rappelle ce moment-là. Là également, les gens n'étaient pas satisfaits, totalement satisfaits. Les gens disent, ah, il a esquivé le débat, il n'a pas voulu faire le débat. Et pourtant, moi je trouvais qu'il avait eu l'art de sortir de cet imbroglio. Parce que justement, en tant que citoyen, il est appelé à prendre des positions. Mais ici, on est à l'université où on devait se débattre, se défaire, surtout la matière enseignée, l'obligeait à se défaire d'une posture de partisan, en tout cas je dis partisan, pas politique, mais de quelqu'un qui a pris position dans un débat politique. Et vous voyez donc, voilà un peu ce qu'on peut pouvoir dire. Lorsque Monseigneur Gagné dit, le président Talon, il aime sans doute le Bénin, mais il n'aime pas les Béninois, qui parle? C'est le clergé ou c'est un homme, un militant d'une cause? C'est l'Église. Quand un Monseigneur parle, il parle au nom de l'Église. Est-ce que c'est le citoyen Gagné qui parlait? Donc voilà un peu, lorsque vous avez acquis une certaine personnalité, vous gardez vos droits sans doute. Mais je veux quand même que tout ce que vous sortez est analysé, pas nécessairement comme sortant de la personnalité, mais on regarde la posture, la position que vous êtes. Et c'est là que les frontières entre les différents pouvoirs se posent. Donc voilà globalement moi ce que je veux dire. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui pousse à la ruée vers la politique? Et pourquoi peut-être on ne fait pas la rupture totale, comme l'a fait Noël Chadari. Moi je trouve que c'est tellement bien pour lui de faire la rupture entre les deux, et ce qui lui permet d'être tranquille là où il est, parce qu'il a changé de paradigme, et personne ne peut lui faire ce procès de vouloir avancer dans son agenda personnel de vie. Georges Anangono, je reviens à vous. Dans son développement, le consultant politique a parlé de l'universitaire qui devrait prôner la science, mais qui se retrouve à être au devant de la politique. Alors, est-ce qu'il est toujours dans ce rôle, dans ce sens? Au fait, lorsque l'intellectuel entre en politique, ou bien l'universitaire, oui, il y a d'abord sa matière qu'il enseigne, la matière qu'il a apprise, celle dans laquelle il a été moulé tout le temps. Ça ne le quitte jamais. Et ça lui permet alors d'expliquer le fait devant lequel il se trouve et donner une signification à une position politique. Les deux ne s'éloignent pas, en réalité, pour moi. Et il faut que à chaque fois que vous intervenez, on puisse savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes et comment vous parlez, parce que l'homme a toujours le penchant de, comment on appelle, l'homme a toujours le penchant de ce qu'il habite, ce qui est dans sa tête, par rapport à son comportement. Il y a ce qu'on appelle, quand Agapit évoque l'exemple de Chadari, moi je n'aurais pas voulu évoquer l'exemple de Chadari, mais il a évoqué, et il y a ce qu'on appelle vos statuts et votre rôle, et les attentes du peuple. Lorsque vous avez pris des positions dans votre vie,
des positions politiques, vous êtes toujours resté droit dedans. Il n'y a que le peuple attend quelque chose de vous. Je me rappelle, quand on était à l'université, lorsque les communistes, je pense qu'on avait proposé à... C'était le président Soglo qui avait proposé à... Et je pense mettre dans son d'être ministre de la Justice. D'accord? Et compte tenu de la... N'oubliez pas que le président Soglo est un combattant contre ce qu'il appelle la France-Afrique. D'accord? Et que quand vous êtes dans ce combat-là, quelque part, vous allez vous retrouver avec le communisme. Parce que le communisme, lui, il est dedans tout le temps. Ça fait que il voulait avoir un rapprochement. Je pense qu'il y avait un sujet où les communistes ont pris carrément position pour le président Soglo dans l'idée qu'il développait. Alors, la politique est née sur le campus. La polémique, du moins. Et je pense à Radio Univers, j'étais avec Séraphin Bamgata, où moi, je lui demandais, mais les communistes tels qu'on les connaissait, est-ce qu'il vous est permis aujourd'hui de dire que vous êtes proche d'un Soglo qui est un libéral, sans pur? Qu'est-ce que je voudrais dire? Ce que vous avez l'habitude de faire. Et c'est ce qui arrive à Chadari. Quelqu'un lui a posé la question pour dire, mais les réformes là, vous êtes contre. Vous avez été contre tout le temps. Mais aujourd'hui, vous vous mettez avec des gens qui ont porté ces réformes-là. Donc, vous devenez membre de... C'est là où il y a la dualité. Et il faut faire attention au niveau de l'homme pour ça, pour ne pas nier l'engagement que vous avez toujours eu jusque-là. Et voici, votre nouvel engagement ne crée pas de contradiction dans l'homme le seul que vous êtes. L'homme le seul que vous êtes. Et que vous aviez pris des positions avant, aujourd'hui, ce que vous avez combattu tout le temps, vous rentrez dedans. Je ne voudrais pas dire que moi, mais ça crée de confusion à ce niveau-là. Et on peut comprendre la position des gens, ceux qui disent, ah, ça ne peut pas faire ça. Je suis d'accord avec Agapit lorsqu'il dit, et ça c'est connu en France, lorsque vous prenez la CGT, bien sûr, lorsque vous prenez la CGT, on sait qu'ils sont proches des socialistes et des communistes. Parce que la position de ceux-là, des socialistes, des communistes, c'était une position de contestation avant de devenir une position de proposition de date de gouvernance. Alors, lorsque le syndicalisme est dans ce sens-là, vous allez voir, lorsque, je ne sais pas si c'est l'année dernière, lorsqu'il y a les élections législatives, la CGT a été claire pour dire, nous votons pour le nouveau Front populaire, ils ont appelé à le faire. C'est vrai que CFDT ne l'a pas fait. Parce que CFDT, on appelle ça en France, le syndicaliste de négociation, de discussion et de concession, ce que les autres ne sont pas. Donc quand on revient chez nous, il évoquait l'exemple de Djokbenou et de Holo. Voilà des gens qui ont enseigné la science pure. Mais quand dans leur vie privée, on côtoie la politique. Vous allez voir, c'est une période de contradiction à leur niveau en fait. Parce que dès qu'ils trouvent le temps de s'éloigner de la politique, ils deviennent scientifiques. Et c'est ce que le professeur Holo essaie de faire tout le temps. Moi, je considère qu'il mène une réflexion qui retourne à la matière. Et la matière, elle existe en elle-même. Il y a des cadres, bon, si on les appelle des cadres ou des intellectuels, je ne sais pas si en temps, Agassi a jamais occupé un poste politique. Jamais. Vous prenez le professeur Albert Noailly. Jamais. Je ne l'ai pas entendu dans un parti politique ou dans un conglomérat politique. Parce que leur conviction personnelle et par rapport à la science qu'ils font, peut-être ne l'a pas permis. Je me rappelle de mon professeur Albert Tingui Azalou, qui a été directeur adjoint de cabinet quand même une fois, parce que c'est eux qui ont écrit à la FIA 2025 et qu'on avait besoin d'eux. C'est ce que j'ai dit, c'est aussi parfois le rôle de l'intellectuel, ça, de venir dedans, parce qu'en temps, tu as développé quelque chose dans la théorie qui intéresse l'État et on t'invite, mon Dieu. Il se fait que c'est pas toi qui les as nommés, Agapit. La théorie est posée. Non, Agapit. Dès que la théorie est posée, n'importe quel cadre peut pouvoir le mettre. Les gens sont formés. Non, s'il n'a pas la conviction, il ne fera pas. Les gens sont formés pour mettre en œuvre. Agapit. Les gens sont formés. Non, ne dites pas qu'on a besoin d'eux.
Non, non. Non, moi je dis puisque un ministre ou quelqu'un lui a fait appel. Bon, ça c'est... Et en se basant sur sa science, bien sûr. Parce que c'est là où il a démontré ce qu'il peut faire. Maintenant, ce qui arrive, lorsque on vous a fait appel et que vous êtes au poste, est-ce que vous arrivez vraiment à mettre en pratique ce que vous êtes? J'ai démontré ici la dernière fois que quand ça coince, on dit, on va confier le dossier à tel scientifique pour qu'il puisse étudier et nous faire des propositions. Et je disais, c'est le rôle de cadre de l'administration. Et j'aime bien quand on faisait la démarcation entre l'intellectuel et le cadre de l'administration tout à l'heure. Parce que le cadre de l'administration, lui, maîtrise le dossier sans connotation politique. Et lorsque un homme politique arrive, vient donner les plis, mais lui, il lui dit, dans l'administration, dans la pratique, voilà comment ça peut se faire. Et en ce moment, le cadre, il sait l'intellectuel ou l'homme politique qui est arrivé à son niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu difficile pour ceux qui ne sont pas carriéristes. C'est-à-dire le cadre qui entend. D'ailleurs, quand il dit dans la politique, vous allez voir qu'il a perdu la science. Mais nous, on aimait aussi sur le campus ces professeurs qui venaient. Je me rappelle le président Nago, quand il est devenu député, ils n'ont pas laissé leur cours. Et on faisait ce point-là au campus. Quels sont les professeurs qui sont partis en politique, mais qui gardaient leur cours? Et je me rappelle le président Nago, quand il vient, quand son garde de corps le suit, il lui dit, on va rester dehors parce que c'est ici, là, ils n'aiment pas ceux-là. Donc, laisse-nous faire la science. Il devait avoir cette démarcation parce que justement, si on peut dire, bon, est-ce que les intellectuels, on en a beaucoup? Enfin, les cadres, les professeurs, les universitaires, est-ce qu'on en a beaucoup aussi pour que d'autres s'écartent de la politique? Je ne suis pas sûr. Mais il y avait certains professeurs en ce moment-là qui sont partis en politique, mais qui gardaient leur cours, qui venaient encore faire leur cours. Et je n'ai pas vu des sciences pour dire, quand il est venu là, il nous a enseigné que le gouvernement a raison. Non, parce que lorsqu'il rentre dans ce cadre-là, il fait la science et nous devons nous arranger pour voir est-ce que l'intellectuel ou bien l'universitaire, préférons-le, l'universitaire, lorsqu'il rentre en politique, est-ce qu'il oublie la science? Encore que sa connaissance devrait lui permettre d'expliquer mieux et de comprendre mieux l'option politique d'un gouvernement. Lorsqu'il comprend mieux, il pourra pratiquer mieux, il pourra permettre, éclairer le gouvernement de réussir. Moi, vous prenez, c'est pour ça parfois quand il a tenté en politique, ça n'a pas marché. Quelqu'un me disait, on dit, vous prenez Koupaki par exemple, c'est un pur administratif. C'est un pur administratif. Et c'est ça qui lui permet de traverser le gouvernement, de finir avec Yahibouni, enfin 2 jours avant, et d'être avec le président Talon. Parce qu'il paraît, quand vous allez les voir dans leur méthode de travail, ils demeurent plus administratifs. Ceux-là, quand ils vont en politique, ils ne durent pas. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas duré. L'universitaire, en ce moment, devient quelqu'un qui a attendu sur 2 plans. Sur le plan de sa science, qu'il enseigne purement, et sur le plan sur le plan politique, où on peut lui faire appel pour qu'il puisse venir et expliquer, apporter son expérience, à pratiquer ce qu'il a enseigné si c'était possible. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. On peut faire les deux. Joël Ataï-Guédégbé, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est qu'une fois drapé du manteau de politicien, le cadre administratif défend beaucoup plus une position idéologique plutôt que des valeurs, des acquis universitaires. Oui, disons qu'il a aussi comme objectif ou presque obligation de réussir dans cette nouvelle fonction. Et l'idéal serait de ne pas oublier sa science, sa technicité. Et même quand on est encarté quelque part, même si on a choisi de se ranger derrière quelqu'un, malheureusement, la volonté de démontrer, de soutenir à tout prix, fait qu'on joue avec la vérité, avec la science elle-même. Et cette capacité dont parlait Georges de comprendre, d'expliquer, devient plutôt un moyen de se faufiler, de se tirer le drap à soi-même, en cas de s'arranger avec les situations
Et on parle souvent de situationnistes, de gens qui ne sont jamais de l'opposition, par exemple. Quelqu'un, en créant un parti au Bénin dans les années 90, avait dit jamais dans l'opposition. Il se disait centriste et jamais dans l'opposition. Bon, autrement dit, toujours orienté vers la mangeoire, quoi. Et ça, c'est difficile à admettre. Et ça discrédite finalement. Mais on a d'autant plus de respect à l'universitaire, au diplômé, et qui a constamment qui fait l'effort sur lui-même de discerner les situations dans lesquelles il est. Au fond, on souhaiterait qu'il y ait davantage de pédagogie et d'éthique dans ces situations-là, où parfois l'individu est effectivement habité par plusieurs réalités, capacités. Et vous ne pouvez pas... Il est difficile, par exemple, d'être des élites de son milieu et de s'en tenir uniquement à sa science, à son domaine de compétence, parce que votre communauté attend beaucoup de vous, que vous l'éclairiez. Vous devenez de facto un leader, sinon à quoi servez-vous pour votre communauté quand je pars de là? Et à un niveau national, peut-être qu'on ne vous attend pas forcément, mais peut-être aussi qu'on vous sollicite. Et pour le niveau que vous avez atteint, on présume que vous êtes capable, au-delà de votre formation, de votre instruction, de vos diplômes, d'aider à embrasser les situations et à les transformer. Mais pendant qu'on le fait, et pendant que vous êtes dans l'action politique, vous ne pouvez pas nier que vous soyez devenu politicien, que vous soyez de temps à autre pris dans la tactique, dans le jeu, et qui consiste parfois même à disqualifier l'autre pour des raisons de compétition politique. Et parfois, devant l'évidence, on cherche quand même des arguments faussement objectifs et pour d'abord disqualifier, semer l'adversaire, parce que là, le défi, l'objectif, c'est de gagner d'abord. Et donc, parfois, tous les moyens semblent être bons. Combien on arrive à se dire, non, ça, je ne peux pas le dire parce que c'est contre mon éthique, c'est contre la science que je professe, c'est contre la religion voilà, dont je réponds, ainsi de suite. Et c'est pas évident d'avoir ce discernement. Beaucoup, enfin, et très peu de gens arrivent à le faire et finalement font qu'on ne peut que mépriser et les cadres, les universitaires qui profitent des situations pour s'installer et entretenir l'illusion par rapport à leur autorité professionnelle. Je dis professionnel pour ne pas dire seulement scientifique, parce que vous pouvez être un grand artiste et être appelé auprès du politique. Et jusqu'à quel point les gens peuvent-ils vous suivre quand un Youssou N'Dour devient ministre de la Culture derrière Macky Sall? Et ça peut tenir combien de temps par rapport à ces engagements initiaux dans lesquels une bonne partie de la population, même au-delà du Sénégal, se reconnaissait. Et est-ce que c'est soutenable? Et jusqu'à quel point peut-on l'assumer? Beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires ont eu cette crise-là existentielle, et cette espèce de hiatus où la volonté de démontrer, de disqualifier, de gagner à tout prix, fait que on vous dit range d'abord ta science, range d'abord ta technicité, après on verra. Même si ce que tu dis est fondé, laisse-nous faire. On a l'habileté, voilà, politicienne de présenter les choses autrement, de communiquer autrement, et donc finalement de travestir la vérité. Et l'intellectuel, fondamentalement, est celui qui fait le pari ou donne à se voir comme celui qui tient, en dépit de tout, malgré tout, à des positions.
c'est pas celui qui prend position opportunément, c'est celui qui tient, effectivement, par rapport à des fondamentaux, et devant lesquels il ne variera jamais, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui est en cause, fût son poste ou je ne sais pas quoi, réveillé du sommeil, torturé ou pas, il tiendra cette position-là et devient donc un repère pour, au-delà de sa communauté scientifique ou professionnelle, devient un modèle digne d'être suivi, mais qui peut être également critiqué, indexé, parce qu'il gêne d'autres par l'espèce d'idéal qu'il défend. Et donc, revenant à la communauté, celui qui est professionnellement, intellectuellement, là je veux dire, par rapport à l'instruction, évolué, est appelé à éclairer les siens, à les accompagner, à les élever, et jusqu'à ce que les gens lui disent, ce que tu professes là, ce que tu dis ne tient pas la route, tu nous égares, ou bien... Non, ça peut, oui, l'engagement public, l'engagement... Pourquoi pas par des recherches scientifiques? Oui, vous pouvez, en bioéthique, enfin en médecine par exemple, aller très loin par rapport à la notion de fœtus, de statut humain ou pas, vivant ou pas. Voilà, c'est tout un enjeu politique que de dire à partir de quel moment le fœtus peut être l'objet d'avortement ou non, et religieusement également au plan religieux. Voilà, il y a des dogmes, il y a des positions qui sont données. Et les uns les autres vont s'engouffrer là-dedans, peut-être vont se diviser. Des professeurs de médecine de très haut rang et peuvent se diviser sur ces questions-là, peut-être par conviction religieuse ou par conviction politique. Et c'est l'opinion qui arbitre, qui voit si finalement ils convainquent ou non. Vous voyez? Mais je voudrais rapidement revenir sur quelques exemples dont Agapit a parlé. Et parfois, nous en attendons trop des gens. Le professeur Olo n'était peut-être pas un militant connu, mais il n'est pas allé à la conférence nationale comme constitutionnaliste. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Il est allé à travers une sensibilité politique. Il était déjà militant d'un parti plus ou moins clandestin, le MDPS, dont M. Marcelin Degbé était le leader. Et donc, si on oublie ça également, on tend à idéaliser, à ne voir que le scientifique qui délivrerait en tout temps, en toutes circonstances, son message de scientifique. Il a été ensuite membre d'un gouvernement. Et quand vous êtes déjà membre d'un cabinet ministériel, et donc qui plus est d'un gouvernement, c'est que vous devenez politique. Donc même s'il n'avait pas été politique avant, il est devenu de facto politicien. Et une fois sorti de ses fonctions, bon, il sera dans les variations, les hésitations. Peut-être qu'il aura du mal, et pas que lui, enfin je parle de quelqu'un qui est dans sa situation, à faire la part des choses, à faire un effort de pédagogie. Et effectivement, et c'est à ce niveau que les médias également doivent aider de temps à autre à discerner. Et sinon, souvent, les médias contribuent à entretenir la confusion que certains laissent faire. Et je vais m'en arrêter là pour qu'on continue. Je reviens à vous, Agapit Napoléon Maforicain. Ça dit que sous nos cieux, on accorde tellement, on glorifie tellement les leaders politiques au point d'en faire des modèles. Ce n'est pas le leader politique qui attire, c'est le secteur. Et la question est de savoir pourquoi ce secteur attire, pourquoi les gens se voilent. J'ai bien aimé là où Joël a fuité. Mais le cas de professeur n'est pas un cas unique. John Gay, on l'a connu, professeur, chercheur, tout ça. Mais quand il est entré au gouvernement de Kérékou, on a dit que c'est un technocrate. Mais il était militant politique. Gaston Zessou,
Quand elle est entrée au cabinet de Mathieu Kérékou comme conseiller technique, on a dit, ah voilà, un technocrate, un intellectuel, un écrivain, professeur, il est agriculteur, donc il a du monde. Alors, parce que le professeur, enfin le ministre Gaston Dessous, aujourd'hui DG, je passe un salut, était quand même un bon rhétoricien, c'est quelqu'un d'une certaine prestance qui était entré dans le cadre, donc, était au cabinet de Kérékou, comme quand même une des valeurs, et qui prenait un certain nombre de valeurs également. Et donc, on les comparait aux politiques connus, comme des militants PRD, des militants RB, des militants MCC ou ensemble. Donc, mais, il a fallu que quelqu'un dise, mais Gaston Dessous est membre de l'UNDP de Zissou. Alors, bon, ça fait bruit, machin, tout ça là, bon. Alors, donc, il y a ça que beaucoup n'ont pas assumé. Donc, le cas Olo avec l'UDPS, c'est bien l'UDPS, le MDPS de Machin Degbé, tout comme les UTR, enfin, les Dalin, tout ça là, c'est un groupe. C'est eux qui ont fait l'UTR. Donc, lorsque la presse le présente comme agrégé des universités, donc, on ne le représente pas. C'est à lui de rectifier. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Il ne s'est jamais présenté comme un militant politique. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. C'est là le problème. En fait, là, le nœud du problème. Donc, il y a une ambivalence dans leur existence, dans leur être, qui embrouille le citoyen lambda, qui, lui, n'est pas assez évolué. Sinon, ils ont le droit. Marc-Luc Ferry, yo-yo, viennent, retournent. Viennent faire ses piges en politique et retournent. Ça ne dérange pas le français lambda, lui, il s'en fout. Et gauchiste, voilà. Qui a viré et un peu à droite, pour ne pas dire à droite, au point d'appartenir à un gouvernement de droite, ouais. Sans être dans un parti politique. Voilà. Ça ne dérange pas parce qu'on le connaît comme ça. Voilà. Et même Nicolas Hulot, qui est un militant des causes de l'environnement, des causes et on sait qui il est. Et quand il entre dans le gouvernement, on sait qu'il ne changera pas. Et quand ça a commencé, il est sorti tranquillement. Ces cas sont connus. Mais chez nous, ce qui embête, c'est qu'on connaît l'intellectuel, et l'universitaire, l'homme de Dieu, l'opérateur économique d'envergure. Et du jour au lendemain, ils deviennent militants, ils deviennent acteurs politiques. Parfois, ils ne s'assument pas. Et c'est au dernier moment que vous les découvrez proches. Alors, s'ils s'assumaient au moins, et c'est là que moi, je dis que pour Noël Tchadadé, par exemple, dans ce cas, moi, je trouve que lui, il a comme je l'ai dit, lui n'a enfreint rien, hein. Moi, il n'y a aucune confusion chez moi, il n'y a aucune confusion. Je ne sais pas si le professeur va s'assumer politiquement, mais Diogbenou, oui. Est-ce qu'il a fait de la rupture d'avec son statut d'universitaire? Pas évident. Pas évident. C'était le cas que je voulais évoquer tout à l'heure, que je n'ai pas évoqué, parce que parfois, on veut savoir si c'est l'université. Surtout que, ouais, le problème c'est quoi? Ça dépend encore de l'axe sur lequel ils opèrent. Ouais, l'axe droit public est plus complexe parce que le droit public, c'est le droit de la gouvernance. Le droit public, c'est le droit de la gouvernance. Vous avez le droit constitutionnel, vous avez le droit administratif, vous avez le droit fiscal. Donc, vous avez le droit international et public. Donc, vous avez ces matières qui interpellent la gouvernance directement. Et donc, dans lesquelles l'homme politique a dû... Alors, un Diogbenou qui est privatiste, qui est juriste de droit privé, un John Guy qui est dans la recherche en géographie ou bien donc, Albert Tibouyazalo, eux peuvent intervenir après. Non, c'est vrai que le sociologue aussi, c'est pas si facile pour lui, parce que, oui, ça dépend de quelle sociologie il fait. S'il est dans le sociologie du développement, c'est différent qu'il est dans l'anthropologie, c'est différent quand il est dans la sociologie politique. Le sociologue politique ne peut pas ne pas dire qui il est. Parce que dans l'analyse systémique, au moment où il doit être appelé à faire une analyse d'une situation à son patron, il faudrait qu'il dise ça pour son positionnement. S'il le dit, politique. Non, j'ai dit le sociologue de développement. C'est-à-dire que c'est ce qui est dans la question du développement, question purement du développement. Ouais, quelqu'un comme le truc endogène vous avez parlé de la Gessie. Quelqu'un comme Agassi peut rester là où il est, peut faire des piges. Parce que lui, il est dans la théorie. Mais le sociologue politique, mieux que la théorie, lui, il est dans l'analyse de l'existant.
Et donc dans la prise de position partisane, parfois. Parce que quand tu dois gérer un gouvernement, des gouvernants, des gouvernés, des groupes de pression, et les apprécier leur interaction, tu n'es plus quelqu'un de neutre. Tu ne peux plus voir les choses de la manière de... Donc, c'est pour ça que je dis, il y a certains dont les matières poussent, enfin, ne cohabitent pas avec la politique systématiquement. On mélange, on s'embrouille parfois, et ils doivent être dans la clarification permanente. C'est comme nous les journalistes, c'est la même chose. Lorsque tu es journaliste, et tu ne donnes pas en même temps ton champ, moi, pourquoi je me chie là, dit toujours, je suis militant, je suis un militant, je suis un militant. Moi, je veux qu'on me considère comme un journaliste engagé. Et non, un journaliste chargé de relayer un discours de manière isolée et décrivée. Mais après, je connais mon secteur. Mais il y en a qui se disaient journalistes non engagés, mais qui étaient pleins dans l'engagement, que je connaissais. Donc, c'est un peu ça le truc. Je parle des syndicalistes. Et un peu là-bas des centrales françaises. Mais c'est ça. Les gens s'assument comme tels, vous les voyez comme tels, vous les reconnaissez comme tels. Et là, il n'y a pas de problème. Mais ici, sous nos cieux, en Afrique, ici ou là, au Bénin, c'est tu le découvres. Ou bien alors, il est purement technocrate. On l'a pris parce qu'il a une science. Ingénieur agronome, et magistrat, juriste, administrateur civil, qui sais-je encore, administrateur du travail. Tu le prends ainsi, tu le prends conseil technique parce que tu veux utiliser sa science. Mais quand tu vas à un meeting, tu lui dis de te suivre parce qu'il doit t'aider aussi à donner les chiffres. Le pauvre te suit et parfois tu lui fais même le procès de ne pas se montrer, de se cacher. Ah, soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Et bon, comme il a envie de rester, parce qu'il y a quelques primes là, il reste. Il y a beaucoup de cadres comme ça. Je vais donner l'exemple. Vous voyez, Aurélien Ouissou, DG Mines, au début des années 90, quand le groupe venait, Aurélien Ouissou, ingénieur minier, donc voilà, ingénieur. Alors, il a fait les journées portes ouvertes. Il a fait les journées portes ouvertes sur le Bénin, au fil Benoît des Mines. C'était sous le ministre des Mines, non, c'est pas Rouignon, non, Rouignon n'a pas été des Mines, non. Au ministre du Commerce, c'était un ministre. C'est pas Dadé Kounté, non. Alors, c'est pas Dadé Kounté. En fait, il était un ministre des Mines, enfin, il était DG au Bénin. Il fait une sortie. Ah, ce gros regarde, on dit, ah ben, on dit, monsieur, on le prend. Du jour au lendemain, le technicien, le technocrate, l'homme qui a séduit par sa science. Donc je prends ces vieux exemples parce que, bon, vous voyez, c'est Charles Yaoui Direkpo, conseiller technique aux élections, en 90. Un cadre, ben, comme je dis, nous a séduit quand il a engagé le référendum constitutionnel de 90, c'est Charles Direkpo, c'est ceux qui ont conseillé le ministre maître Jean-Florentin Féliro pour le référendum qui nous a donné notre constitution et pour les premières élections de 91. Mais après, il est devenu militant PSD. Il est devenu militant PSD. S'il ne l'était exactement, mais il ne le déclare pas. Je mets ça au pluriel. Et puisqu'il ne le déclare pas, dès qu'on les découvre ici, ça perturbe ceux qui ont cru en eux. Encore que eux n'étaient pas universitaires connus, ils donnaient des cours, sans doute. Mais, donc, ils ne prenaient pas position sur des questions directement comme ça. Mais ça dérange s'ils ne font pas la séparation en disant, moi désormais, je ne suis plus le technocrate que vous voyez, je suis un militant politique, j'ai changé de camp. Et c'est là que je salue Noël Chadari. Vous savez, à la sortie de la conférence nationale, Léopold Dossou, Léopold Dossou, qui était syndicaliste, secrétaire général de Sinares en 90, qui allait à la conférence nationale comme tel, a refusé de siéger au Haut Conseil de la République, qui devrait être le Parlement de transition et la Cour constitutionnelle de transition, parce qu'il dit, je suis militant syndical, je suis relation syndicale, cette fonction est incompatible avec ce qu'on me dit d'aller faire, et donc, moi, je ne vais pas y aller. Il n'est pas allé. Albert Tevoyer dit, moi, je suis candidat déclaré à l'élection présidentielle, donc je ne veux pas siéger, et il n'a pas siégé.
Ouais, lorsque ces clarifications sont faites, on est plus à l'aise. Même si ces gens, on les regarderait comme des militants. Et donc, l'action, enfin, le jugement qu'on porterait sur ça. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est d'abord la clarification. Mais ensuite, pourquoi alors on est obligé de quitter son champ de départ pour aller vers l'autre champ politique? Ça, c'est la deuxième question qu'il va falloir poser. Et c'est là que je me dis, mais ce n'est pas la personnalité politique qui vous attire, c'est peut-être plutôt le champ. Mais si le champ attire, est-ce que c'est à cause de la visibilité qu'il donne, ou c'est parce que les moyens qu'on y met, ou c'est peut-être parce que d'où on vient? Parce que lorsque vous prenez un Séfou Fagboum, un homme d'affaires, qui a prospéré sans avoir été homme politique, même s'il a côtoyé plein d'hommes politiques, dont son ami Mathieu Kérékou et plein de gens autour des systèmes que du PRPB, que du Renouveau. Adrien Béji, le PRD, dont il a été membre au départ, aux premières heures de la... Alors, quand vous prenez Séfou Fagboum, on se dit, mais quelle obligation y avait-il à devenir homme politique? C'est un homme d'affaires qui prospérait. Mais du jour au lendemain, il est devenu président de la National Développement, enfin, il est instigateur du National Développement et homme politique. Du coup, on a créé le MADEP et la TEJU, et on a sectorisé un parti politique dans une partie du champ politique du PRD. Pourquoi une telle situation? Donc, vous voyez, je suis parti de l'universitaire, de l'homme politique, de l'économiste, de l'homme et maintenant, on peut aller vers les hommes religieux. Donc, ces différents pouvoirs intellectuels ou scientifiques, économiques ou religieux, prennent plus d'assaut le pouvoir politique que le contraire. Et donc, nous, notre question ici, pourquoi c'est ainsi? C'est la question que vous l'aviez posée plus ou moins. Et moi, je n'ai pas de réponse a priori, mais je me dis, sous nos cieux, est-ce que ce n'est pas la politique qui procure plus de visibilité et des moyens? La politique vous donne quelques subsides qui parfois vont au-delà des subsides. Vous mettre devant la scène, vous procure un certain nombre de visibilité dans une société où plus d'analphabètes, vous êtes dans un pays des aveugles, vous êtes plus roi, enfin, le boy est roi. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'inclinaison plus poussée vers la balance politique? Sinon, un Patrice Talon qui est resté dans l'antichambre politique, qui a accompagné des politiques, et même plein d'autres personnalités, ici ou là, généreusement, pourquoi l'envie, pourquoi l'obligation, pourquoi la nécessité pour lui, finalement, de rentrer dans le champ? Je suis convaincu que les gens l'ont poussé pour dire, mais c'est toi-même qui dois y aller. C'est ton tour. Ne laisse plus à quelqu'un. J'ai écouté les chansons de Alec en ce temps-là, en 2016. On dit non, tu ne vas plus laisser à quelqu'un. Ça, c'est toi-même, c'est ton tour. C'est toi. Alors, pourquoi? Il doit y avoir une réponse. Et donc, c'est cette réponse qu'il va falloir peut-être qu'on essaye de titiller pour pouvoir peut-être donner quelques éclairages. Sinon, après, c'est pas de la stigmatisation, mais c'est quand même un champ, un fait qui surprend. Et on est obligé de s'y attaquer, peut-être sans qu'on... La volonté d'avoir plus de visibilité et accessoirement, pour ne pas dire parfois principalement plus de confort que de là où on était, surtout pour les fonctionnaires et autres. Quand tu vois les hommes d'affaires, comme a priori, ce confort au départ. Ils en donnent même, ils en redistribuent autour d'eux. Voilà. Donc, au-delà de ça, il vient peut-être deux raisons. L'une étant dans la prégnance du politique comme le levier fondamental dans la sphère publique pour faire bouger les choses. Et la décision se fait au niveau politique. Et moi, en tant qu'acteur de la société civile, on s'est souvent vu jeter à la figure. Oui,
c'est bien beau, tout votre plaidoyer, toute cette énergie que vous déployez, mais c'est nous qui aurons la décision en tant que politique. Vous n'avez pas la décision. Et cette frustration peut vous amener à dire, si le levier de la décision est donc du côté politique, et je m'y jette, j'y vais, et pour mieux porter la cause. Je ne sais si c'est ce qui a motivé quelqu'un comme M. Chadari, mais quelqu'un comme le professeur Djogbenou, que j'ai côtoyé, était beaucoup plus dans cette posture-là. Vous pensez donc en investissant la sphère politique que enfin vous allez pouvoir porter à un certain niveau les causes que vous défendez. Et la question est de voir si la personne non pas toujours dans les mêmes modes de fonctionnement, mais reste fidèle à un idéal, à une cause. Puisque là, il s'agit simplement de différence de moyens et pour être plus opérationnel dans la poursuite d'une cause. Si on ne peut pas lire cette trajectoire dans l'évolution de quelqu'un, ça devient de l'opportunisme, ça devient une aventure strictement personnelle, tournée vers des objectifs peu avouables, pour ne pas dire honteux, et méprisables finalement. Mais autrement, la politique doit pouvoir être sacerdoce, service, et à travers l'engagement, le don de soi ou la contribution qu'on peut apporter avec d'autres personnes à la résolution des problèmes d'un pays. Et c'est d'autant plus vrai que parfois, souvent en transition, des gens qui n'ont pas vocation d'avoir pour profession la politique, de s'y engager davantage, acceptent dans les moments difficiles d'un pays à des gouvernements de transition d'union nationale, et voilà, qui prépare la normalisation de la vie publique du pays, et puis se retire aussitôt après. Oui, c'est ça qu'on devrait faire. Voilà. Et quand on traîne à le faire, et vous avez parlé du Haut Conseil de la République à un moment donné, on était à un carrefour, pas qu'au Bénin, mais dans le monde, où la théologie de la libération faisait florès, surtout en Amérique latine, au Nicaragua, au Brésil et j'en passe. Et Monseigneur de Souza était devenu emblématique d'un engagement de l'Église dans la sphère politique, au point que le Vatican a dû le rappeler à l'ordre. Et le même ordre a été donné aux prêtres, surtout qui affichaient leur engagement politique quasiment de gauche, n'ayons pas peur des mots, hein, les cardinals et autres là, qui étaient même ministres des Affaires étrangères au Nicaragua, le père Jean-Bertrand Aristide qui a été, voilà, qui a trusté le suffrage universel. Bon, c'est allé assez loin dans d'autres pays. Et là, ce que Agapi disait, on est dans le risque de la confusion entre le pouvoir religieux que certains avaient déjà, donc cette espèce de magistère qu'ils avaient, maintenant au service de la politique ou avec les moyens, la puissance politique, ça devient une confusion des genres et ça devient insoutenable, pour ne pas dire inacceptable à terme, et exige à tout moment clarification. Et c'est cet effort de tous les instants qu'il faut exiger de tout un chacun pour qu'on sache si c'est la position du savant, la position du religieux, la position du politique, ou bien de l'homme d'affaires, de celui qui est là pour réaliser des bénéfices. Voyez-vous, quand les rois sont rois, ils ont un pouvoir, mais s'ils se mettent en association, peut-être pour prôner, défendre les valeurs traditionnelles, pourquoi pas. Mais si c'est en tant que roi qu'ils parlent, là, ils utilisent un pouvoir. Et on n'est plus dans la société civile, on n'est plus à égalité comme citoyen, puisqu'on serait sujet devant et en face d'eux. Donc, il faut que les situations soient clarifiées, précisées à chaque instant, et ça aiderait à rendre plus respectable la saillie ou les sorties de certains en politique. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'aller jusqu'à ce niveau, mais le devoir de clarification s'impose.
Parlons à présent de l'impact de l'engagement des élites de développement. Si l'engagement des cadres et intellectuels en politique est souvent salué, que se passe-t-il lorsque les meilleurs professeurs, chercheurs, administrateurs ou même syndicalistes quittent leur poste pour devenir députés ou ministres? Alors, ma question s'adresse à vous, Agapit Napoléon Maforican. La politique devient-elle une issue de secours face à un système qui valorise peu les autres carrières? Bon, vous n'avez pas dit lorsque les meilleurs pasteurs, prophètes et je ne sais pas, ou bien les grands hommes d'affaires, vous n'avez pas dit ça. Bon, on les remet dans le même lot parce que, comme je l'ai dit toujours, chaque pouvoir contribue à l'équilibre de la société. Et chaque pouvoir est utile. Vous voyez, lorsque vous prenez le pouvoir scientifique, donc l'université, j'y tiens, j'aime bien ce monde. Lorsque vous prenez le pouvoir scientifique, il produit. C'est un pouvoir d'éclaireur, d'éclairage. Mais quand tu es éclaireur, tu restes dans ton domaine d'éclaireur. Lorsque tu vires vers l'autre sens, tu n'éclaires plus, tu deviens peut-être quelqu'un qui est guillonne dans son sens. Alors, comment faire pour que l'universitaire qui a dit « je veux faire partie de ce pouvoir scientifique » puisse se maintenir? Comment faire pour que l'homme d'affaires qui a fait fortune, qui connaît le milieu, qui a des réflexes d'affaires, de gestion, son organisation, ne se sent pas obligé d'entrer en politique? Je vois un peu les diversions qui a eu lieu en 2015-2016. Est-ce que les opérateurs économiques doivent être présidents? Quelqu'un a même écrit au clergé pour dire, ah non, il faut faire pression pour qu'il n'y ait pas d'homme d'affaires qui soit... Alors, donc, est-ce qu'on peut dire non à un homme d'affaires d'être président de la République? Non, puisque la loi, on ne peut pas. C'est aux militaires seulement qu'on a dit, bon, s'ils veulent être candidats, ils doivent enlever ils doivent quitter le champ parce que eux, ils ont les armes. Donc, les autres champs, il ne s'agit pas de leur interdire. Mais c'est comment faire pour qu'il n'y ait pas une ruée vers la politique au point de vider le champ et leur champ de personnes ressources utiles. Et le camp intellectuel universitaire c'est le cas le plus chronique parce que c'est plus rapide ou de l'administration. Du jour au lendemain, l'administrateur civil qui doit vous expliquer le pourquoi de comment, au niveau de la gestion de la mairie, du rôle du secrétaire exécutif, de ci ou de ça, se retrouve être militant, il va dire, ah écoutez, mon parti n'a pas encore donné, vous savez, ma position est telle que je ne peux pas. Et donc du coup, il vous prive de sa science. Parce que il n'est plus un homme de science, il est désormais un homme politique qui doit suivre le discours politique de son camp. Voilà en fait les limites de l'affaire. Dans le même champ, l'universitaire qui est censé produire dans la gouvernance, produire dans la dynamique économique, produire dans l'influence des facteurs économiques, produire dans la démographie, n'arrive plus à laisser libre cours à sa pensée parce qu'il est conseiller technique d'un ministre et donc il ne peut plus libérer sa pensée. L'homme d'église qui normalement dans son homélie se libère et parle à une multitude de fidèles venant de plusieurs champs, lorsqu'il s'affiche, lorsqu'il prend position politiquement, quand il prend la parole, on se demande, c'est le militant qui parle ou c'est mon pasteur qui parle? Donc, voilà un peu globalement la problématique. Et moi, je pense que il y a deux facteurs sur lesquels il faut agir. Un, il faut créer, il faut sectariser ces secteurs-là. Je me répète en fait. Il faut les sectariser. Il faut donner de la valeur et du contenu à ces secteurs parce qu'on en a besoin. Il y a plein de choses qui se produisent à l'université. Il y a de bon travail dans notre université. Mais la passerelle n'existe pas avec le champ pour que le gouvernement s'abreuve de ce qui se passe à l'université et que l'universitaire s'inspire de ce qui se passe dans la gouvernance. Je ne sais pas si un universitaire a déjà écrit sur la question démographique depuis que le gouvernement a commencé par poser le problème donc d'une conférence pour rapport à la démographie. Je ne sais pas si ça a suscité des réflexions des universitaires béninois. Je ne sais pas. J'ai peut-être été paresseux, mais je veux bien savoir. Par exemple,
Regardez, ce domaine, il y a eu un débat sur les députés votent des lois et demandent encore que d'autres leur expliquent. Je ne sais pas s'il y a eu des réflexions sur ça, mais normalement, c'est ça l'interaction entre le champ d'action où ça va vite et le champ de la réflexion où froidement on pose la pensée. Et ça permet à l'homme politique, à ses conseillers techniques ou à lui-même de s'abreuver et peut-être de prendre de l'inspiration. Vous voyez, voilà ce qui peut se passer entre le milieu universitaire scientifique et le milieu politique. Dans le milieu religieux, même chose. Le rôle que les religieux jouent, parfois dans l'intermédiation, on peut pas le dire, le rôle de Monseigneur de Sousa. Mais lorsqu'on parle de Monseigneur de Sousa en 90, on ne parle plus du même clergé aujourd'hui. Parce que le clergé d'aujourd'hui, beaucoup prennent position. Et ça perturbe leur positionnement. Donc, voilà de quelle manière il faut sectoriser, donner de la matière, donner du contenu et essayer de mettre des balises à ces champs pour que celui qui a envie de rester, il reste et il soit valorisé. Voilà ce que moi je pense. Que le politique, que quelqu'un qui veut quitter, quitte librement. Mais qu'il ne soit pas ici et là. Quand il est ici et là, il peut aller faire ses mémoires, il peut aller dans le jury, ça c'est pas un problème. Il peut même aller donner sporadiquement certains cours. Mais il faut qu'on sache qu'il est un homme politique, ce n'est plus universitaire. C'est un homme politique, mais qui a une formation qui lui donne aptitude à aller donner des cours. C'est différent de savoir qu'on le prend comme agrégé des universités, agrégé en agronomie, je ne sais pas quoi, agrégé en pédo, quelque chose, et finalement, il professe la science politique. Voilà un peu ce qui peut faire confusion. Donner de la matière à ces pouvoirs-là, leur donner de la valeur, et maintenir ceux qui veulent y rester avec des moyens et de la visibilité conséquente, et maintenant laisser la passoire et la passerelle entre ceux qui veulent faire le pas, mais en éditant les règles. Je pense que c'est l'exemple des projets d'université. Il y a eu une polémique entre les députés, comment est-ce qu'il va continuer à donner ses cours. Et je pense qu'il y a des passerelles, il y a eu des balises. Est-ce que le membre de la Cour constitutionnelle va continuer à donner des cours? Je pense qu'il y a eu un débat sur ça, il y a même une décision de la Cour constitutionnelle, si je ne me trompe. Voilà. Joël Ataï-Guédégbé, si le haut fonctionnaire était valorisé, est-ce qu'il y aurait moins de ruées vers la politique? Non, la réponse coule à peu près de source. Si chacun était bien occupé, comme on dirait, les vaches seraient mieux gardées. Mais faute de cela, bon, on le voit, on pense que l'herbe serait plus verdoyante de l'autre côté, et puis on aspire tous à davantage de confort, de sécurisation. Et même l'homme d'affaires, quelque part, c'est pas par charité, c'est parfois pour inspirer et sinon faire prendre plus rapidement des décisions, des lois qui sécurisent son secteur ou permettent d'avoir un meilleur climat des affaires. Un homme d'affaires est forcément un peu plus libéral, mais il est vrai aussi qu'il y a des hommes d'affaires qui ne font leurs affaires qu'avec l'État ou bien qui sont dans des visées monopolistiques. Alors si de tels hommes d'affaires arrivaient aux affaires ou au pouvoir, la question est celle du conflit d'intérêts. À partir de quel moment s'arrête-t-on de poursuivre alors les buts ou les intérêts économiques ou commerciaux qu'on avait une fois qu'on a désormais l'atout du pouvoir politique, de la décision? L'universitaire, Agapit l'a dit tout à l'heure, pendant qu'il délaisse l'université, il délaisse une sacrée responsabilité, celle de la formation, celle de la constitution, de la relève, une société qui ne continue pas d'éduquer et de former ceux qui sont appelés à être ces élites est condamné à échouer. Et sur le développement, les retombées sont nombreuses parce que quelque part, il y aura eu déficit, il y aura eu un trou. Si vous abandonnez votre poste, c'est forcément un déficit que vous créez quelque part. C'est une inaction et c'est l'inefficacité à l'arrivée, pour ne pas dire la régression. Donc c'est une responsabilité et que dans le cadre des fonctions dirigeantes ou bien de l'aspiration à diriger politiquement, puisque c'est le politique qui dirige, on se soucie malgré tout de la relève et de la qualité
qui va survivre à votre départ, puisque nous avons démontré que vous ne pouvez pas être partout à la fois. Si vous devez vous absenter et quitter un moment votre sphère d'influence, la sphère où professionnellement vous êtes appelé, a priori, vous êtes censé donner le meilleur de vous-même, la question de savoir si il subsiste à vous ou si une relève peut prendre la place. Oui, les cimetières sont peuplés de gens indispensables. Encore plus si vous décédez ou bien vous n'êtes plus de ce monde. La vie continue, le monde continue de vivre. Mais il est quand même dommage que, par exemple, dans le domaine de la médecine, et pour prendre celui-là à tout le moins, ceux qui sont au plus haut niveau délaissent la recherche sur leur secteur, délaissent parfois leurs malades, ceux qui ont le plus besoin, ceux qui ont immédiatement besoin d'eux, tant pour leur corps que pour l'évolution des connaissances sur la médecine ou la manière de guérir. Donc il est dommage que vous délaissiez tout ça pour aller siéger dans des instances politiques où d'autres pourraient le faire assez bien, même si vous êtes capable et vous êtes fondé à pouvoir être appelé pour donner ponctuellement votre avis dans des comités d'experts et que sais-je encore, sans que les experts cherchent à devenir les gouvernants. Vous voyez, si le juge, les magistrats devaient tous laisser le prétoire, la magistrature, pour courir derrière les postes politiques, vous voyez dans quel état on laisserait le secteur justice. Et c'est à peu près la même chose pour les militaires qui en plus ont les armes et qui devraient les laisser au vestiaire avant de venir débattre avec d'autres. Et donc la responsabilité des universitaires est grande de ne pas dégarnir le front du savoir, le front de la connaissance et de la formation de la relève juste pour aller au niveau politique, même si c'est pour apporter leur contribution, leur savoir-faire là-bas. Georges Anangono, les traitements et les regards que la société et l'État portent sur les hauts fonctionnaires sont-ils de nature à les rassurer de continuer à faire carrière dans la profession? En fait, aller faire carrière dans la profession, c'est un choix personnel. Et en politique, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. La société a les yeux rivés sur vous, parfois par rapport à vos idées. Et ces idées-là, on les développe par rapport à ce qu'on est. On est universitaire, on développe des idées bien déterminées. Et ces idées-là font que les gens, je disais tout à l'heure, un statut et des attentes par rapport à ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'on attend de vous? D'accord? Donc, si on pose la question de les hauts fonctionnaires, vous avez dit les hauts fonctionnaires vers la politique, c'est que parfois même on peut tenter d'être injuste. Parce que si vous prenez par exemple, enfin c'est juste un exemple, vous prenez le gouvernement actuel, combien de hauts fonctionnaires y a-t-il dedans? En ce moment-là, vous vous direz, est-ce qu'il y a de ruées vers la politique? À un moment donné dans ce pays, nous on a vu les douaniers en politique, on a vu les opérateurs économiques en politique. Pourquoi en ce moment-là? Parce que le moyen matériel détermine aussi votre réussite en politique. C'est ce qu'on a compris. Et si ça n'a gêné personne, pourquoi est-ce que le haut fonctionnaire, l'universitaire, du moins, s'intéresse à la politique? En quoi ça peut gêner, par exemple? Parce que, quelqu'un le disait ici tout à l'heure, à un moment donné, on a retenu que si vous êtes ministre et que vous devenez et vous êtes professeur à l'université, que vous devenez ministre, que vous devez maintenir vos cours à hauteur de... Et d'ailleurs, on a décliné ça en allant même vers les mairies, où quelqu'un qui est CA a un certain nombre d'heures qui doit passer dans son arrondissement chaque semaine. Et là, c'est reconnu officiellement. On ne va pas parler de absence au poste pour lui, parce qu'on a dit qu'il doit être et continuer de faire son travail professionnel et en même temps continuer de servir la politique. D'accord? Donc, vous pouvez comprendre que au début de notre démocratie, ça, il faut le reconnaître, ce sont les intellectuels ou bien les universitaires qui ont animé le débat politique. Mais à partir d'un moment donné, ceux qui ont le moyen matériel
je peux les désigner ici, c'est-à-dire qu'on m'excuse un peu, mais on a commencé par avoir des douaniers au Parlement, on avait commencé par trouver les opérateurs économiques au Parlement, parce qu'en ce moment, ils ont compris qu'il faut avoir les moyens matériels qu'il faut. Mais quand vous prenez les universitaires et qu'on dit il y a une rue vers les choses là, même la réforme partisane peut aider dans ce sens-là, parce que la réforme partisane voudrait que ça soit, comment je vais dire, les bureaux politiques, les partis politiques qui désignent les gens qui doivent aller servir en politique, enfin, à un certain nombre de postes donnés. À partir de ce moment-là, il revient le bureau politique ne regarde pas forcément parce que vous êtes un grand universitaire ou vous êtes un grand intellectuel, mais regarde quelle est la valeur, quel est le poids que vous avez, le poids que vous avez dans leur parti politique. C'est à partir de là qu'on vous désigne. Donc, tout le monde peut chercher à aller en politique à un moment donné. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait que ce que vous étiez avant de venir en politique, que la tâche que vous accomplissez par rapport à la communauté, par exemple, un professeur d'université, c'est qu'il a la responsabilité de former la jeune génération. D'accord? Et cet universitaire-là, comment il fait pour continuer de former la jeune génération? Si on n'a pas suffisamment de gens pour le remplacer à ce niveau-là, ça peut constituer une préoccupation donnée. Mais moi, je me dis, en ces derniers temps, surtout par rapport à notre pays, que je ne constate pas qu'il y ait forcément de huer des universitaires vers la politique, parce qu'en temps le paradigme a changé, il faut avoir les moyens matériels, et ceux qui ont les moyens matériels et qui ont pris d'assaut le Parlement, on les connaît, ce n'est pas forcément les universitaires. Donc, moi, je suis resté à dire quel est l'œil porté dans notre société. Il faut voir même quel est le regard porté sur quelqu'un qui a le moyen matériel. Or, l'universitaire n'a pas forcément de moyens matériels. Lui, il a beaucoup plus ses idées qu'il veut développer. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a été délaissé par rapport à l'opérateur économique, par rapport au douanier, par rapport à quelqu'un qui a un moyen intellectuel. Et puis on pourrait se demander, est-ce que c'est la bonne pépinière pour la réflexion politique dans notre pays? Est-ce que c'est la bonne pépinière que, bon voilà, ceux qui sont universitaires ou cadres délaissent la chose politique? À mon avis, et la question reste posée, mais toujours est-il que il y a eu des décisions prises dans notre pays qui faisaient que le haut fonctionnaire ou bien l'universitaire qui prend des responsabilités politiques puisse continuer d'assumer ses responsabilités académiques là où il y a la formation de la nouvelle génération. Agapit Napoléon Maforican, au-delà de tout, est-ce que la structure actuelle de nos universités incite à y rester, à y faire carrière? Moi, je situe le débat, moi je ne fais pas le même débat, sur l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire entre le pouvoir politique et les autres existants. Pourquoi il y a une ruée vers? Sinon, l'universitaire et la politique, moi je ne vois pas où est le problème dans l'absolu. Donc, qu'un intellectuel axé dans la recherche scientifique dise je veux faire le pas politique, oui. Moi, c'est l'hybridisme qui me pose un problème. Il n'est pas personne, nul n'est aussi indispensable pour devoir être ici et là à la fois. C'est l'hybridisme que moi je trouve. Que ce soit à l'université, que ce soit dans la religion, que ce soit dans le secteur économique, on ne peut pas faire les deux à la fois. On ne doit pas faire les deux à la fois. Ça devient une confusion de rôles. Et c'est ça que moi je stigmatise, c'est pas autre chose. Donc, alors, quelle est la réalité? La réalité aujourd'hui, c'est, j'aurais dit qu'ils ne voient pas la ruée, mais il y en a, oui. Il y en a, regardez nos cabinets, les cabinets des ministères, regardez certains directeurs techniques. Vous voyez, c'est les docteurs, c'est les gens qui donnent des cours à l'université, c'est des gens qui sont même recrutés parfois par l'université. Et donc, ici, ils intervenaient pour vous éclairer. Du jour au lendemain, ils deviennent directeurs de cabinet, directeurs de cabinet, conseillers techniques ainsi, et ils ne peuvent plus professer leur art parce qu'ils sont soumis peut-être à la rigueur de l'administration. Et donc, ils vous délestent de là. Pour aller trouver un autre, c'est difficile. Et le drame, lorsque le professeur, c'est un agrégé, un professeur de rang magistral ou un professeur titulaire, qui forme des doctorants, si ces doctorants contribuent au débat, lorsque le professeur prend une orientation donnée, le doctorant peut
de continuer à parler publiquement parce que je dis, ah, je peux heurter la sensibilité de mon professeur, de mon maître. Et ça perturbe le débat. En Europe, ce n'est pas le cas. On voit très peu d'agrégés sur les grands débats. On voit plutôt des spécialistes. On voit les spécialistes. L'agrégé n'aime pas les spécialistes. Pour parler des questions religieuses, on n'a pas besoin nécessairement de l'évêque, ni du prêtre, ni du pasteur. On a besoin d'un spécialiste en droit, théologie ou en quelque chose. Et donc, dans l'administration, dans la société générale, dans la communauté, il y a ces spécialités. Ces gens qui travaillent sur ces secteurs, on a dit, telle personne est chercheur au CNRS, notamment dans les études africaines. Donc, on n'a pas dit, on n'est pas allé chercher un ancien chef d'État africain. On cherche quelqu'un qui est donc quelqu'un qui travaille à s'informer, à rassembler le savoir et à se documenter pour détenir une connaissance spécialisée dans tel domaine. Nous n'avons pas ça ici, tout simplement parce qu'on tombe dans la facilité de l'université, du spécialiste, il est dans l'affaire économique, donc pour parler, il va dire, mais comment, quand toi tu as créé combien d'entreprises, moi je paye de, non, attends, même que tu payes des entreprises, que tu as créé 1000 entreprises, ne te donne pas l'aspect de comprendre le droit fiscal. Tu peux ne pas gérer la ta fiscalité, tu peux avoir un directeur général ou bien un directeur de hub qui te gère cette question-là. Tu peux être un manager tout simplement, et le management n'a pas besoin d'avoir toutes ces connaissances-là. L'art de diriger, le leadership, le management en leadership, ça n'a pas besoin d'être spécialiste dans les différents domaines de la gouvernance économique. Et pourtant, tu peux être un bon chef d'entreprise quand tu as ça. Ce dont nous parlons, c'est les confusions de rôle. En tout cas, moi, la manière dont je perçois le débat, ce n'est pas que l'universitaire aille dans la politique, c'est le fait qu'on ne lui crée pas les conditions pour qu'il soit tellement à l'aise qu'il y reste et que les hauts cadres qu'on forme dans l'administration puissent rester et aider les gouvernants à faire leur travail. Moi, il y a une anecdote qu'on a racontée, mais c'est vrai. Le feu SGG, feu général du gouvernement, Lambert Ijidina, qui est resté sous Soglo, qui a fait pratiquement tout Kérékou. Mais on nous a raconté, moi je ne participe pas au conseil des ministres, mais feu Ijidina, par exemple, bonjour, Kérékou dans ses bonnes humeurs, après un conseil des ministres là, où il y a eu beaucoup de nominations, l'aurait interpellé pour dire, mais vous SGG, vous êtes toujours là, mais vous n'avez pas envie d'être nommé, vous êtes là. Et il a regardé le président Kérékou, parce qu'il était déjà à la retraite, on lui a fait cette situation. Il a regardé le président Kérékou, il dit, monsieur le président, je souhaiterais aller à la retraite. Bon, et moi je n'étais pas là, on l'a raconté, mais une telle réponse, c'est la réponse d'un commis de l'État, d'un haut cadre de l'administration, qui se dit que lui, sa mission, c'est d'être là et d'aider les gens, les gouvernants, quels qu'ils soient, à faire leur travail. C'est ça, l'administration. Et il faudrait qu'il y ait des hauts responsables. On en a connu. On a connu des administrateurs civils de haut rang. On en a connu qui sont restés et qui ont aidé à accompagner la décentralisation au début du renouveau démocratique. Mais lorsque tout ce monde-là devient conseiller technique au ministère, ici et là, tout ce monde-là devient député, c'est leur aspiration normale, dans l'absolu. Mais nous avons besoin, quand eux s'en vont, il faut remplacer. Il faut créer alors des conditions de maintien de certains pour que ceux qui aiment ça, on a assez bien resté par exemple. Je pense que ça n'a pas été dissous. C'est pas. Sinon, mais normalement, si on était dans la recherche scientifique, c'est là. Mais est-ce qu'on l'a valorisé? Est-ce qu'on a donné à celui qui veut faire, professeur chercheur, ancien chercheur, chercheur aussi, chercheur à tel endroit, chercheur à tel laboratoire, chercheur, mais nos chercheurs font quoi? Comment les chercheurs on a au Bénin? Ils ont cherché quoi, ils trouvent quoi? C'est la même chose. Au niveau donc de la gouvernance d'entreprise. On a connu à un moment donné des gens, je me rappelle, encore j'étais adolescent, Bepsipi, Antoine Kodia, on dit mais voilà le milliardaire tranquille. Mais après, ça est devenu quoi cette entreprise? Et je vais citer, attends, il y a eu les premières entreprises qui nous donnaient le match de football. Hein, ont disparu les unes après les autres parce que derrière, il n'y a pas un édifice solide. Parce qu'on n'a pas créé cette matière. C'est de ça qu'il s'agit. Que la société ne peut pas être que la société politique. Nous, les médias,
quel est notre ancrage, quelle importance on a pris dans la cité, quelle est la manière dont nous influençons le jeu. Est-ce qu'on a envie d'y rester longtemps? Est-ce qu'on a créé les conditions pour que le journaliste fasse carrière 30 années, 40 années, et même à la retraite, qu'il fasse des piges en journalisme? Il y en a qui ont fait, mais combien parmi nous ont fait ça? Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, comme nous, comme d'autres, qui disent, bon, moi, je prends par exemple, j'ai la vocation d'être là, mais je n'ai pas envie que de rester. Si je crée, si j'ai une envie politique, je fais le pas, je change de camp. Mais il faut que ceux qui ont l'envie d'y rester, est-ce qu'ils ont les moyens de rester et d'apparaître comme moi, comme d'autres qui sont nommés mieux, autant utiles dans la société. Mais si leur vie, c'est de rester là à chanter les louanges de ceux qu'on nomme tous les mercredis, alors là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le journaliste fait l'école, c'est un diplôme post-bac, c'est un diplôme d'université. Et parfois, jusqu'à bac plus 5. Alors, qu'est-ce qui fait que le journaliste bac plus 5 peut être vu moins important que l'administrateur civil bac plus 5, que le magistrat bac plus 5, ou que le diplomate bac plus 5, que l'ingénieur agronome bac plus 5? Pas ça. Et donc, qui devient politique, par ailleurs. C'est ça que moi je pense que si on jouait dans ce secteur, un, on donne des moyens, deux, on accompagne les mouvements aller-retour, ceux qui veulent aller, ils y vont, ceux qui veulent rester, ils y restent. Vous pouvez faire les allers-retours comme vous voulez, vous restez, pour ceux qui ne veulent pas faire carrière en politique, c'est qu'ils descendent et retournent tranquillement à l'université, comme ils retournent et ils assument en disant, là, j'étais dans une vie là-bas. Ici, je suis revenu à l'université. C'est deux vies différentes. Ce type de classification permettrait simplement deux ou trois choses. Un, que l'opinion publique ait des personnes ressources techniques pour expliquer certains phénomènes sans être obligé d'attendre l'autorisation d'un parti ou d'une organisation. Ça, c'est important. Deux, que celui qui a envie de faire aller-retour puisse le faire tout en clarifiant le jeu pour que l'opinion sache. Ici, il est dans telle posture. Là-bas, il est dans tel autre. Vous voyez, j'ai vu sur la télé la dernière fois, on a pris la docteur et Médégan Fagla, Médégan et Sedami. Ah, mais Sedami Médégan, ministre conseillère. Bon, enfin, bon, moi, conseillère, pour moi, c'est conseiller. Mais bon. Mais est-ce qu'elle était à l'antenne en cette qualité de ministre conseiller, ou bien elle y était en tant que membre de l'UPR, par exemple? Voilà une question que moi je pose bêtement. Assis devant mon téléphone, mon poste téléviseur, je me dis, est-ce que Médégan Fagla est assise en tant que UPR ou en tant que ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique? Parce que c'est ça qui a été mis à l'antenne. Et moi, je dis non, elle était, à mon humble avis, elle y était en tant que membre de l'UPR qui porte. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. Mais je fais que c'est un statut qui nous permet de parler et il faut, en portant le message, si on sait que c'est telle personne qui porte son message, le problème est que moi je sais, je suis à l'aise. Mais lorsque on me dit, ah, que c'est le ministre conseiller, la question est de savoir, est-ce qu'elle n'est pas venue pour parler de la recherche scientifique? Heureusement, elle a beaucoup parlé donc du capital humain, qui est quand même une valeur de recherche avec le ministère de l'enseignement supérieur, parce que ça forme le capital humain. Mais bon, c'est plus large que ça qu'on puisse en parler. Donc c'est pour dire que oui, c'est pas interdit à mon humble avis. Ce n'est pas à interdire les mouvements aller-retour, mais il faut trouver de la place également pour que les autres pouvoirs s'équilibrent et équilibrent aussi le pouvoir politique. L'aide également à être valorisant. Parce que les politiques pensent qu'ils ont tous les moyens politiques. Dès que on a l'impression que tout vous est autorisé lorsque vous venez en politique. Aujourd'hui, on a fait la réforme du système partisan. Alors moi qui ai envie aussi de grandir dans l'échelle, je me pose la question de savoir, mais est-ce que finalement, je ne dois pas être du UPR, ou BR, ou Moël, ou Renaissance nationale? Mais pourquoi devrais-je l'être nécessairement? Quand j'ai envie aussi de faire contribuer. Donc, depuis 5 ans, je résiste à moi-même, en restant là où je suis, parce que, je dis, là où je suis, j'essaye de porter ma voix et de dire, de faire passer les messages que j'ai envie de faire passer. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Et c'est ça que moi je me bats pour que on puisse donner à chaque pouvoir sa sphère et ses ressources humaines comme logistiques, comme techniques, comme financières. Et que
Puisque tous ces pouvoirs vont exister, leur interaction permettra à tout le monde d'avoir de la matière et peut-être d'équilibrer le débat. On a l'impression que le débat n'est que politique. C'est dommage parce qu'il y a de la matière dans les autres aussi et qui complète la gouvernance et qui donne de la valeur à la gouvernance et qui peut assurer les différents paradigmes dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire les réformes, tout. Ce n'est pas que en étant au gouvernement, en étant dans les cabinets ministériels, en étant dans les agences, ce n'est pas que ça. Il y a qu'on peut, de là où on est, il faut créer de la matière pour qu'on y est, voilà, pour qu'on y soit. Joël Atay-Guédégbé, Agapit Napoléon Maforika a commencé à en parler. Comment créer des conditions de maintien des hauts fonctionnaires dans la sphère politique? Non, il faut que le débat continue de se faire, qu'on n'évite pas de poser la question, de poser les bonnes questions et de se regarder en face et de faire en tout temps l'effort de discernement. Et si il en était ainsi, je reprends, et en reprenant à mon compte tout ce qu'il vient de dire, je crois qu'on aurait des conditions de meilleure valorisation des uns des autres, où qu'ils soient. On peut être heureux d'être en politique. On n'a pas à rougir de s'engager si c'est effectivement pour porter des causes, apporter sa contribution, son savoir-faire. Et ma foi, on devrait être fier de ça. Mais on ne peut pas être fier d'être quelqu'un qui grouille dans l'administration parce que finalement on parasite, on est là, on serait là de manière indue et au détriment de gens plus méritants, juste parce qu'on se serait revêtu du manteau politique ou politicien. Non. Par ailleurs, à l'université, on doit pouvoir, et au-delà de l'université, dans les sphères les plus importantes de la société, on doit pouvoir distinguer des valeurs des gens qui ont poussé le plus loin possible leur investissement. Et c'est une forme d'engagement également que de se dédier à l'approfondissement de la connaissance dans un domaine, à la formation de la relève. Et en médecine, généralement, d'ailleurs, beaucoup de professeurs ne sont pas connus, alors que parfois, ils ne font ce métier, ils ne sont là-dedans que pour former autour d'eux une communauté de gens qui reprennent ce qu'ils ont essayé de faire jusqu'à un certain niveau. Et un professeur doit être heureux et fier de voir son élève, son étudiant le dépasser. Et si on ne fait pas ça, si on n'est pas dans ça, c'est qu'on refuse le progrès. C'est qu'on est dans la stagnation, pour ne pas dire la régression. Et ronger son frein là où on est ne doit pas désespérer jusqu'à ce que les décisions se prennent à bon escient. Et là, j'ai une pensée quand même pour nos maîtres. La fonction enseignante, surtout à la base, manque toujours d'être suffisamment valorisée. Et c'est à la limite si on n'a pas du mépris pour cette catégorie de nos formateurs. Tout commence par là, une fois qu'on a quitté la maison, une fois qu'on a quitté la sphère privée. Et ceux qui ont la charge de l'instruction, de la formation des esprits, des habiletés, et on doit leur reconnaître leur juste valeur et leur donner assez de raisons d'être fiers d'être là où ils sont. Quant aux cadres, ils ne doivent pas se sentir obligés d'être forcément du parti du ministre ou bien du président en fonction pour pouvoir donner le meilleur de leur savoir-faire dans l'administration, le meilleur de leur technicité, quel que soit même le régime. Et il faut encourager les partis politiques à continuer de réfléchir aux meilleurs moyens de séparer les fonctions politiques des fonctions techniques ou de ne pas entretenir la confusion à tout va pour seulement donner prime aux politiques ou bien au soutien politicien. Une fois que chacun pourrait avoir assez de raisons de croire qu'il en recevrait pour son dû, pour ses efforts, sa contribution à la société, ma foi,
Je crois que tout aurait du mérite et chacun pourrait se sentir assez fier de contribuer à l'épanouissement, au développement de son pays, de sa communauté, et d'être un éclaireur, d'être une élite utile à sa communauté en ce moment. Georges Anangono, comment les intellectuels africains peuvent contribuer à un changement de paradigme? C'est dans leur rôle, de par leur production intellectuelle, de par leur production de tous les jours. À mon avis, c'est ce qu'ils essayent de faire, ce qui peut peut-être manquer dans nos sociétés. Vous voyez les questions que nous abordons ici, chaque fois vous allez à l'université, vous allez trouver qu'il y a eu de mémoire sur telle chose, il y a une de thèse sur telle chose, et que tout ce qui manque, c'est... Et puis, ça dépend aussi de la conviction du politique. Ce que le scientifique a écrit, lui peut voir que ça ne lui permet pas de faire chose là, de développer ses idées à lui, et par conséquent, on n'utilise pas. Ça, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se voit en face, parce que les productions intellectuelles sont à la disposition du pays, et sont donc à la disposition des dirigeants de nos pays. Et on se demande combien vont chercher ces travaux-là et vont lire pour savoir qu'ils vont mettre ça en pratique dans leurs décisions de tous les jours. Ce qu'il y a, c'est aussi que l'homme a une dualité. C'est ce qu'il faut retenir. L'homme a une dualité, et dans ce dualisme-là, il ne se voit rien interdit. C'est-à-dire, je reste dans mon cadre, encore je reviens une fois, mon cadre universitaire, d'accord, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un clin d'œil à la politique. Et quand vous allez dans les partis politiques, aujourd'hui, pesons peut-être les statistiques pour voir, par exemple, quand on prend tous ceux qui sont au Parlement, combien sont peut-être de hauts fonctionnaires, tel qu'on était en train de le dire. Il n'y a que ceux qui se sentent capables de faire, c'est eux qui vont vers. Maintenant, est-ce que ce choix-là permet de laisser d'autres pouvoirs, comme l'évoquait tout à l'heure Agapit, en parlant de l'équilibre des pouvoirs. Mais ça, il y a d'abord le choix de l'homme lui-même. Et que peut-être ce que nous disons ici ne serait que nos points de vue, et pour voir si ça peut influencer le choix de l'homme. Mais si ça ne peut pas l'influencer. Tout à l'heure, on disait, je ne sais pas si c'est Joël qui parlait de ce grand professeur de médecine, de tout ce... Il sait que là où il est valorisé, là où il est acclamé, c'est sa production scientifique. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsque l'opérateur économique, il est excellent dans son domaine, il sait que là où il est acclamé, là où il est applaudi, c'est quand il réussit ses affaires. C'est vrai que le chemin entre la politique et le développement de ses affaires dans notre pays, c'est pas toujours bien décanté, c'est pas toujours bien qualifié. Donc, pour que les gens restent dans... Est-ce que c'est même pas le souhait que... Enfin, je ne sais pas si c'est ce souhait de dire les gens n'ont qu'à rester dans leur couloir, en quelque sorte, et que tout le monde ne hue pas... Il ne faut pas aller vers là où, nous l'avions dit au départ, on ne peut pas le nier non plus, la fonction politique dans nos sociétés donne plus de confort à ceux qui l'exercent. Et on sait que quand on va dans ce domaine-là, on a la chance d'avoir un peu plus. Et Joël parlait de nos enseignants, la fonction politique, la fonction enseignante, on le disait avant pour dire quand nos enseignants achètent une BBCT. Donc voilà, dans le village d'ailleurs, là où il enseigne, lorsqu'il a une Vespa, il est vu comme le truc là du milieu. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'homme politique qui prend place. Il n'est pas un homme politique, il n'est plus vraiment applaudi. Il n'est plus vraiment envié par les autres couches sociales. Ça, c'est une vérité qu'il faut travailler là-dessus. Mais je ne sais pas si on arrive à la fin de ça dans l'être humain, qui reste avoir des opinions, qui reste avoir des ambitions. Est-ce que ces ambitions, c'est en politique qu'il va les exercer? Si c'est ça, il est convaincu, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, lui va aller vers cela. Mais je me réjouis du fait que quand on prend les différents corps, on prend les statistiques,
on voit que la majorité reste encore dans le corps et que c'est peut-être une minorité qui arrive à percer en politique. Et qu'en ce moment-là, bon, ce n'est que dû à la vie sociale et qu'on ne peut pas refuser ça. Merci à vous, Georges Anagonou, Agapit Napoléon Maforika. Alors, je vous repose également cette dernière question. Comment participer à un changement de paradigme? Je pense que je l'avais déjà dit. On ne peut pas. Une société se régule. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Georges et moi, on n'est pas en harmonie du tout sur ce plan. Une société se régule. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Pourquoi le gouvernement a été obligé de dire aux médecins, vous choisissez soit l'officine privée, soit le public? Ils peuvent dire, c'est mon temps, je quitte le public, je vais faire le public comme je veux. Pourquoi le gouvernement régulateur de la vie publique a été obligé de faire? Parce que l'homme, c'est le même homme, c'est le même organisme, c'est le même temps. Il ne peut pas être ici et là au même moment à la fois. Et on a vu des médecins qui ne sont pas des médecins vertueux, il y en a eu, je suis désolé, il y en a partout. On a eu des médecins qui préfèrent abandonner l'hôpital public pour leur consultation privée. Mais depuis que cette affaire a été régulée, on ne peut pas peut-être dire que c'est l'Eldorado, que tout est réglé, mais beaucoup de choses ont été réglées. Il faut maintenant apporter à chacun ce qu'il lui doit, ce qu'on lui doit. Celui qui est en privé, il faut qu'il ait l'assurance, il faut qu'il ait le confort, il faut qu'il ait les moyens, il faut qu'il ait le cadre, l'environnement qu'il faut. Et que celui qui travaille en public, à choisir le public également, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de laisser l'homme faire du yo-yo, aller comme il veut, au nom de ses propres, au nom de ses intérêts. Il y a la société, il y a l'individu. La société doit primer sur l'individu, c'est une évidence. Les droits de l'individu sont connus. On doit veiller à les faire respecter, c'est sûr. Il doit les défendre, on doit les aider à les défendre. Mais lorsque il n'y a que des droits d'individu, la collectivité pose problème. Ici, c'est une question. Donc, alors, je parle de statistiques. Mais l'université, quand on parle des autres pouvoirs, mais c'est les mêmes hommes, n'oublions pas. Mais quand on parle de l'universitaire, par exemple, mais c'est pas que ministre. Ministre, ce n'est que une vingtaine de places. Ce n'est pas que député de 110 places. 109, je veux dire. Quand vous regardez, mais il y a les postes en bas. Et c'est là que ça se tasse. C'est là. Et on n'a pas non plus 1000 agrégés. Hein. On n'a pas non plus 1000. Ceux qui doivent parler ne sont pas si nombreux que ça. C'est les mêmes, sur 30 ans. Et parfois qui décalent les 30 ans, 50 ans. Alors, lorsque certains n'arrivent pas à parler, ou se refusent de parler, une horde, un groupe qui les encadre également refuse de parler pour rester fidèle à leur maître. Ça, c'est la logique universitaire. Ensuite, lorsqu'un phénomène arrive, il faut bien que ça, c'est dans les deux sens, comme je l'ai dit. Le monde universitaire se nourrit des faits la instantanéité, des faits instantanés qui se produisent dans la vie de tous les jours. On dit, voilà ce que telle loi a dit, voilà ce que tel auteur a dit, mais on a vu que dans telle situation, qui s'est produit tel jour, à tel moment, le ministre, le gouvernement n'a pas réagi de telle manière-là, et ainsi de suite. C'est comme lorsque Chantecor, maire de Parakou, change les heures de l'administration à Parakou. Les gens travaillaient de 3 à 22 heures et samedi. Alors, un professeur de l'université m'a dit, mais ton ami, mais il bouleverse les règles du jeu. J'ai dit, mais professeur, toi, tu es bien placé. Il dit, oui, mais c'est pas normal. On doit le rappeler à l'ordre. Mais je veux que l'autorité qui doit rappeler à l'ordre ne l'a pas fait. En tout cas, les relations réfléchies que j'ai entre autres parties. Mais dans le principe, mais ce que faisait Stocko était intéressant. Parce que ça permettait aux gens, en quittant l'administration de travail, d'aller encore régler les questions d'état civil dans nos mairies. Et en déployant un bureau de la mairie de Parakou à Cotonou, ça permettait aux gens de Cotonou, ceux qui sont ici, de régler certains problèmes qui les faisaient déplacer sur Parakou. D'accord. Mais est-ce que l'État a fait une telle option? L'État ne l'a pas fait. Maintenant, donc, c'est une exception dans la règle. C'est de ça que nous parlons. L'universitaire, l'homme de science, lui, il aurait écrit ça. Peut-être il l'aurait proposé.
l'aurait dénoncé. Ça dépend de quelle posture il prend. Le gouvernant, lui, il a le temps de prendre de l'analyse pour dire, ah mais, tel dit que c'est jouable. Pourquoi on n'expérimente pas? Là maintenant, lui, il a connaître technique. Sur la base de tel truc, montez-moi un projet, et ainsi de suite. Donc, à mon humble avis, dans tous les sens, hein, que ce soit économique, financier, religieux, je pense qu'il y a une interaction qu'il faut créer. Première chose. Ensuite, il faut maintenir les gens dans leur sphère de départ pour que il reste des personnes qui continuent d'être dans cette logique et qui permettent à la société de se diversifier dans la pensée et dans l'action, dans les réflexions et dans les postures à avoir face à tel ou tel événement. Donc, pour moi, je pense que on ne peut pas figer quelqu'un, mais on peut créer des conditions en disant, nous, par exemple, dans le projet tout en enseignant, à un moment donné, les gens étaient réticents, on a valorisé le secours, les bourses. Et du jour au lendemain, aller à l'UNS n'était plus un truc de petites gens, non plus une torture morale, mais les gens savent que derrière, il y a un intérêt après, ça vaut ce que ça vaut. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il faut équilibrer les pouvoirs dans la société pour que la politique ne soit pas le seul secteur qui vous met au soleil. Si c'est ça, nos partis ont encore du pain sur la planche parce que les gens vont toujours l'envier. Alors que si on élargissait, on réorientait, je suis sûr que les gens trouveront leur place par-ci ou par-là. Voilà, c'est un choix de société. Un mot pour finir, Joël Ataï-Guédégbé. Bon, juste, autant que nous constatons que le politique est manifestement le royaume, hein, où tous les biens, tous les conforts, tous les pouvoirs sont, et qu'il ne faut pas s'étonner d'une certaine ruée vers cette sphère, il faut quand même convenir que si on ne conforte pas les gens dans leur secteur, il y aura toujours ce que nous déplorons. Et je m'en voudrais de ne pas revenir sur l'histoire de notre pays. Et beaucoup de coups d'État, au fond, non seulement ont été provoqués par l'appel des civils, des politiciens, mais parfois s'expliquaient juste par l'inconfort, le mauvais statut social des militaires à l'époque. Une étude montrerait comment le statut du militaire a évolué dans notre pays. Il est vrai que symboliquement, lors de la conférence nationale, un peu avant déjà, l'armée a fait solennellement profession ou a fait la déclaration de se tenir en dehors de la vie politique. Mais avant ça, nombre d'irruptions de l'armée sur la scène politique étaient dues au règlement de leur situation matérielle. Dans d'autres pays, c'est le niveau d'équipement qui faisait que les militaires estimaient qu'ils devaient arriver au pouvoir. Au Mali, les derniers coups d'État ont été pratiquement provoqués par le fait que le civil n'a pas alloué au secteur militaire les moyens pour faire la guerre, pour faire son travail. Et il en est ainsi pour tous les autres secteurs. C'est vrai que les militaires ont la particularité d'avoir la force de pouvoir s'en servir pour se rendre justice. Donc, pour anticiper tout ça, il faut effectivement que chaque secteur reçoive à peu près selon son dû et on pourra exiger, attendre le meilleur des uns et des autres. Voilà un peu ce que je pourrais dire en guise d'illustration et de conclusion. Merci à vous, Joël Ataï-Guédégbé. Merci à vous également, Georges Anangonou. Merci à vous, Agapite Napoléon Maforico. Mesdames et messieurs, l'engagement des cadres intellectuels en politique, on retient que la sphère politique permet à ces derniers de faire valoir ce qu'ils ont à donner de plus que le savoir intellectuel et scientifique, technique également, ce qui n'est pas souvent observé dans la pratique, mais pour un changement de paradigme, il faut redéfinir la place du haut fonctionnaire dans la politique en rééquilibrant les rôles de pouvoir. Merci de nous avoir suivis. C'est le dernier numéro du Forum politique de cette année et nous avons eu le plaisir de partager ce dernier plateau avec vous depuis vos positions. On se retrouve le mercredi 8 janvier pour une nouvelle édition du Forum politique.